rêve-t-on de son ex? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 2 heures devant vous, là? Oh. Dans les rêves, il est évident que les personnes avec qui on a eu un rapport affectif vont apparaître très souvent, surtout plus la relation affective va avoir été forte. Mais l'ex représente souvent une partie de nous. Quand nous rencontrons une personne, dans la réalité, très souvent, quand nous sommes en phase avec celle-ci, par exemple avec un coup de foudre, c'est que nous voyons chez l'autre une partie de nous-mêmes que nous ne mettons pas en mouvement, qui est un petit peu refoulée. Dans ma méthode, je travaille beaucoup avec les figures féminines et masculines intérieures. Ce qu'on appelle depuis l'Antiquité l'anima et l'animus. L'anima, c'est le féminin, c'est l'âme, c'est ce qui nous anime. Et l'animus, c'est l'homme, c'est la mise en mouvement, c'est ce qui est animé. Dès que nous voyons une figure qui semble être notre opposé, comme un ex, très souvent c'est une partie de nous avec laquelle nous sommes connectés. Mais après, on doit vraiment être en amour avec cette partie de nous-mêmes, puisque l'autre nous a révélé une partie de nous. Quand vous rencontrez une personne, c'est vraiment un continent que vous découvrez. La relation amoureuse est un champ extraordinaire de découverte, de connaissances. Quelquefois, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire le deuil de la relation. Donc là, ce sont des rêves de compensation. On retrouve la personne, ça fonctionne, mais c'est qu'on n'arrive pas à intégrer la réalité. Quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas bien vu cette personne et le rêve nous présente comment était vraiment cette personne. Et ça peut arriver même pendant une relation. Vous pouvez voir votre chéri tout d'un coup avec un visage qui n'est pas du tout celui que vous lui prêtez, un visage désagréable, parce que l'inconscient, il voit effectivement quelque chose qui ne va pas. Et dans une relation amoureuse, au début d'une relation, souvent, on est dans un système de projection très important, puisqu'on va projeter sur l'autre la figure idéale. Mais là, c'est là où ça nous ramène à nous, c'est que cette figure idéale, elle est d'abord en nous. Et donc, on est souvent amoureux de l'amour plus que de la personne. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Les rêves érotiques sont vraiment des très beaux rêves d'une façon générale. Vous avez différents types de rêves érotiques. Déjà, d'une façon générale, le rêve érotique va être symbole de vie. C'est-à-dire que c'est de la pulsion d'éros, c'est de la libido. Et donc, quand vous faites un rêve érotique, ça veut dire qu'il y a quand même une énergie de vie qui s'exprime et qui a besoin d'être reconnue. Donc, ça peut être des rêves de compensation, puisque vous avez des personnes qui, de par certaines configurations ou par manque de courage, n'ont pas la vie sexuelle qu'elles voudraient avoir. Et le rêve, à ce moment-là, va avoir une fonction de compensation, venir donner du plaisir, donner de l'assurance à la personne pendant le rêve, pour qu'elle puisse se sentir bien. Et souvent, ces rêves sont des rêves avec pénétration. Mais la plupart du temps, les rêves érotiques sont des rêves d'amour. Si on prend par exemple un personnage qui est sympathique ou un personnage que l'on ne connaît pas mais qu'on découvre dans le rêve, très souvent, c'est une connexion avec notre pôle opposé. Et donc, quand un homme rêve d'une femme avec laquelle il est en fusion, il n'y a pas de pénétration, il y a juste un sentiment amoureux très fort, un sentiment érotique très fort, un sentiment de communion. Et ça représente une connexion avec, chez l'homme, sa partie féminine, sa partie anima. Un rêve érotique avec une personne que l'on apprécie, que l'on n'apprécie pas, que l'on connaît, ou parfois imaginaire, ça représente très souvent une connexion avec une partie de nous-mêmes. Puisque nous avons vraiment 2 pôles en nous, et que plus ces 2 pôles sont équilibrés, plus ils sont en très bonne communication, en harmonie, plus nous sommes bien dans notre peau et mieux nous communiquons avec l'autre genre. Quelquefois, ça peut exprimer un désir caché, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est vraiment une connexion avec nous-mêmes. Si on prend l'exemple effectivement du collègue ou de la collègue avec qui tout d'un coup on a une relation, cette personne exprime quelque chose de nous que quelquefois nous refoulons, nous réfrénons, et le rêve nous invite à entrer en amour avec cette partie de nous-mêmes, à entrer en amour avec les comportements. Par exemple, quand c'est un collègue qui nous irrite, c'est que nous censurons. Parce que nous avons beaucoup de processus de censure, on se réfrène beaucoup, on se limite. Et donc le rêve va nous dire, ben non, il faut aimer cette partie aussi, sans qu'elle soit aussi caricaturale que la personne qui le fait. On peut aussi s'autoriser à être un peu plus vindicatif, un peu plus envahissant, en tout cas à prendre davantage sa place.
Les rêves de défunts, c'est-à-dire des personnes que l'on a chéries ou que l'on a connues ou quelquefois qu'on n'a pas vraiment appréciées mais qui se présentent, sont des rêves particuliers. Quand c'est une personne qui nous manque beaucoup, le rêve a souvent une fonction de compensation. C'est-à-dire qu'il nous remet en situation pour pouvoir vivre encore un petit peu la relation qu'on avait avec l'autre. Et donc très souvent, effectivement, ce sont des rêves qui nous permettent de parachever quelque chose, de continuer. Et quelquefois d'entendre quelque chose qu'on n'avait pas entendu. Selon les convictions des personnes, les défunts peuvent être vraiment les âmes des disparus qui viennent nous visiter ou des représentations mentales que l'on en a. Et au bout d'un moment, le rêve vient nous dire qu'il faudrait peut-être que nous fassions le deuil de la personne. Et faire le deuil de la personne, là encore, c'est ne pas considérer qu'elle a disparu, mais considérer qu'elle est en nous aussi. Que ce que l'on a aimé chez elle représente aussi des aspects de nous-mêmes. Rêver de sa propre mort, c'est beaucoup plus rare et normalement c'est presque impossible. Parce que au moment où vous décéderiez, vous auriez un processus de sauvegarde qui vous tirerait de ce mauvais pas comme un cauchemar. Mais ça arrive quelquefois parce qu'on peut avoir une conscience de la mort qui est différente. On peut se voir aussi au-dessus de son corps, comme s'il y avait une cérémonie funèbre qui était organisée pour nous, ou dans un contexte plus paisible, on peut voir son propre corps. Là, souvent, ça veut dire qu'on est en train de se transformer. Puisque sur le plan symbolique, la mort représente la transformation. Rêver de la mort de ses proches, là encore, c'est très positif. Puisque le rêve le plus fréquent sera le rêve de mort de ses parents. On peut voir ses parents mourir. Quelquefois, on peut même les tuer. C'est beaucoup plus rare. Mais ça veut dire qu'on tue ses parents sur un plan symbolique, c'est-à-dire qu'on fait le deuil de la relation hiérarchique que l'on a avec eux. Et c'est ce que l'on doit faire tous normalement, plus nous évoluons. Dans les rêves, il y a toujours effectivement des formes qui peuvent être plus ou moins désagréables. Et le fait de ne plus être dans la capacité de trouver son chemin, c'est plutôt désagréable. Et donc souvent ce sont des rêves labyrinthiques, c'est comme ça que je les nommerais plutôt, où on tourne en rond, on n'arrive pas à se repérer. Ça c'est assez simple, ça représente un moment de notre vie où on est égaré, on ne sait plus qui on est réellement. Il est à la recherche de lui-même, il ne sait plus qui il est, puisque c'est vraiment une notion de sentiment de ne plus être soi-même, qui fait que l'on est dans des rêves labyrinthiques. Ça peut venir de plusieurs facteurs. La plupart du temps, c'est quand l'enfant a manqué de code. L'enfant n'a pas eu assez de transmission par rapport aux règles, aux lois, aux codes, aux façons de fonctionner. Et il y a beaucoup de parents, effectivement, qui peuvent être démissionnaires dans la mesure où ils ne transmettent pas assez les codes que l'enfant doit recevoir. Il y a une seconde possibilité aussi, c'est qu'on est dans un moment d'avancée en soi. Et donc le labyrinthe, si c'est labyrinthique, peut représenter la découverte du soi. C'est-à-dire qu'on est au-delà du moi, on est vraiment dans une découverte un peu plus spirituelle de soi-même. Et on cherche son centre. Et le rêve nous ramène sans cesse à notre centre. Il nous rappelle chaque nuit qui nous sommes, ce que nous sommes, et notre devenir, parce que nous avons en nous une espèce de programmation qui fait que nous évoluons. Et donc, quelquefois, le rêve labyrinthique, le rêve où on est perdu, montre qu'on cherche son chemin, et à ce moment-là, on a peut-être besoin de guide. Un rêve de labyrinthe, quand c'est vraiment une forme labyrinthique, est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans la quête de soi-même. Si on trompe une personne, c'est qu'on se trompe soi-même. Parce que là, il faut prendre les mots vraiment dans leur signifiant simple. Quand on trompe une personne, c'est qu'on se trompe soi-même. On n'est pas authentique. On se raconte des histoires et on n'arrive pas à se montrer tel que l'on est. Mais dans le cas où c'est votre compagne ou votre compagnon qui vous trompe, c'est souvent vous qui projetez une image qui n'est pas la bonne image. C'est-à-dire que vous vous trompez de personne. Si elle vous trompe, c'est que la personne que vous aimez n'est pas la bonne image. Les rêves vont très souvent remettre en situation les situations familiales que nous avons vécues. Là, par exemple, dans la réalité, quand vous travaillez dans un bureau avec un petit cercle de personnes que vous voyez tous les jours, inconsciemment, vous allez projeter des figures familiales.
Vous allez projeter la figure des parents, des frères, des sœurs sur telle ou telle personne sans que ce soit conscient. Mais vous allez avoir un relationnel émotionnel un peu altéré si vous n'êtes pas suffisamment conscient de ces modes affectifs qui peuvent nous lier dans un groupe. Et dans un rêve, les figures que vous voyez, elles vont rejouer ces sentiments. Et la jalousie va souvent apparaître très souvent dans le rêve. Si par exemple vous avez eu une grande sœur avec le sentiment qu'elle vous a dépossédé, ou une petite sœur qui aurait eu plus d'affection que vous, ou un petit frère, hein, vous allez avoir ce sentiment dans la réalité, vous allez le vivre. Et donc vous allez avoir l'impression que les personnes vous trompent, qu'elles vous dépossèdent de quelque chose. Les places familiales vont se rejouer, et avec les amis, vous aurez souvent ce sentiment qu'ils peuvent vous trahir. Parce que là, ce serait la trahison. Et là, il faut toujours chercher d'où vient la trahison originelle. Dans un rêve, ce qui est vraiment toujours important, c'est de faire des analogies. Si vous choisissez une figure, quelle analogie peut-elle avoir avec une autre? Et c'est vraiment comme ça que fonctionne le rêve. On doit toujours chercher les points de ressemblance qu'il pourrait y avoir entre votre meilleur ami, par exemple, et votre mère, ou votre grande sœur, ou quelqu'un d'autre, en tout cas que vous avez connu avec un lien d'affect très important. Et à ce moment-là, on voit mieux clair dans le rêve ce qui se joue. Ce sont des rêves d'angoisse. Le fait de ne pas pouvoir courir, le fait d'avoir du mal à marcher, le fait de vouloir échapper à quelque chose, le fait de vouloir crier et de ne pas y arriver, c'est un symptôme profond d'angoisse. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation d'impuissance. Nous n'arrivons pas à échapper à quelque chose. En général, c'est un souvenir pour les rêves de poursuite, mais quelquefois ça peut être un sentiment d'oppression quand nous sommes face à un groupe qui aurait tendance à nous ostraciser, ou à nous condamner, ou en tout cas nous mettre dans une situation désagréable. Et donc nous vivons un sentiment d'impuissance qui va se retraduire dans la nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation ce sentiment d'impuissance avec ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Puisque très souvent, les rêves où nous avons ces angoisses sont des échos d'éléments que nous avons vécus dans notre enfance. On a pu ressentir ça, puisqu'un enfant souvent est impuissant par rapport à ce qu'il vit, et il va s'en tirer par la toute-puissance mentale, infantile. C'est-à-dire qu'il va imaginer ce qu'il pourrait faire, et s'il arrive à mettre en place cette toute-puissance, normalement il va aller après vers la puissance, mais quelquefois il y a des situations de blocage qui sont telles chez les individus qui retrouvent ce sentiment d'impuissance de l'enfant qui n'a pas pu avancer parce qu'on ne l'a pas aidé. Dans nos rêves, nous avons différentes représentations animales, puisque symboliquement les animaux représentent nos pulsions. Et tous les animaux qui vont apparaître en rêve vont avoir un rapport précis avec une pulsion qu'ils vont définir. Le serpent, donc, c'est la libido. C'est la puissance de vie, c'est l'énergie de vie. Et l'énergie de vie, principalement, c'est l'énergie sexuelle. Et les rêves de serpent vont donc mettre en image une énergie dont on a un peu peur, puisque la plupart du temps on a peur des serpents, parce qu'on a peur de notre pulsion sexuelle, on a peur de cette pulsion vitale qui est là, parce qu'elle n'est pas canalisée, mais c'est une énergie qui n'est ni négative ni positive, elle est plutôt d'ailleurs positive dans la mesure où elle est l'impulsion. Dans la plupart des rêves, les personnes qui rêvent de serpents et qui ont un peu peur, c'est qu'elles ont peur de cette puissance de vie. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle est une énergie extrêmement forte. C'est pour ça effectivement qu'on la sollicite dans le tantrisme, parce que c'est la plus puissante de nos énergies, mais elle a besoin d'être réchauffée. Elle a besoin d'être vue par le biais de la conscience et surtout d'être réchauffée par le sentiment amoureux. Dans beaucoup de traditions, les représentations du serpent sont des représentations fortes et médicinales. Vous avez par exemple le caducée, l'Asclépios, qui représente un bâton avec un serpent qui entoure le bâton et le miroir de la prudence au-dessus, qui est devenu, ce symbole d'Asclépios, qui est devenu le symbole des médecins, puisque le serpent représente le poison et le contrepoison.